On two, 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 two. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. F sharp D.
Which is in a keep on moving, keep on moving, keep on moving, keep on moving. So good man. Yes, get down. She thinks it's open, regarde la plutôt, elle est sur son lit, elle avait tout, elle a j'arrive tout. Mais je suis sûr qu'elle n'envoyait pas. Quand elle va passer la porte, je vais disparu. C'est de lui, une bonne de plus. Qui a
keep on moving on. Keep on moving, keep on moving on. Keep on Two breaths, which could be filled by the didgeridoo, and then the end of the other one. And Alors, tu le connaissais pas depuis longtemps, le joueur de didgeridoo, là? Mais ça se passe souvent comme ça. Oui. En fait, on rencontre les gens et puis ça se passe ou ça se passe pas, mais c'est ça la musique aussi. C'est-à-dire que le rêve, c'est de parler avec un instrument comme on parle avec des mots ou avec des traits, avec des dessins. Donc, Oui, justement, parce qu'on ne sait pas tellement à propos de ta carrière de peintre, là. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vient en premier pour toi? La peinture, la musique, le cinéma? non, c'est tout. Je suis un décathlonien et je me retrouve dans cette définition de l'artiste de la Renaissance ou du poète d'une façon générale, dans la mesure où le fait d'être un poète signifie être autant intéressé par les sciences que par les résultats sportifs, que par les évolutions de la politique ou de la technologie. Et comment ça se passe, le déclic? Est-ce qu'il y a un déclic pour le peintre? Il y a un déclic pour... Ouais, t'inquiète pas. Je vois que ça, c'est la pause. Ah ouais. Non. Le matin, tu t'éveilles, tu te dis aujourd'hui je vais peindre ou aujourd'hui je vais écrire. Non, comment ça se passe sérieusement? Le matin, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je peux dessiner, peindre, ça dépend. Si j'ai une tâche particulière ou que j'ai un métier en route, un travail en route, il me fait froid dans le dos, je vois pas le machin qui... Ah ouais. Ok. Anyway, le matin, j'ai des choses à faire, donc je les fais, et ça peut être un domaine, un autre ou un troisième. Et ce qui est très étonnant sur l'Australie, c'est que ça a été un prétexte à justement côtoyer ou, disons, focaliser sur une analyse différentes activités que j'ai menées. Je suis venu la première fois en Australie pour faire des tournées, pour enregistrer pour faire des concerts, au travers d'ailleurs des différentes alliances françaises entre autres. Je suis revenu ici à Melbourne pour travailler sur un bouquin dont là j'étais resté à peine une semaine, 10 jours, parce que j'avais besoin de points précis sur le roman que j'écrivais qui s'appelait Les Dragons en sucre et qui avait lieu à Melbourne. Je suis revenu après pour faire un disque qui s'appelait Melbourne Aussie, et puis un deuxième disque, Victoria Spirit, qui est le dernier en date, qui date de l'année dernière. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de chansons en français sur le deuxième que sur le premier. Là. Ah bon? Je ne me suis pas posé la question. En fait, le deuxième, il est même encore plus long. Il y a I Am One, Angelina,
il y a beaucoup de chansons dont les chorus sont en anglais dans Victoria's Spirit. C'est au contraire plus mélangé, mais la bataille de la langue, c'est pas mon problème. Tu n'as pas l'intention de faire une carrière internationale en chantant en anglais seulement? C'est pas comme ça que je le dis. L'anglais, c'est la langue d'une façon générale. Pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen d'exprimer les choses qu'on a dans la tête. Donc, si je m'adresse à des Français, je m'exprime en français, et c'est ma langue paternelle, sachant que l'anglais, c'est plutôt ma langue maternelle, dans la mesure où ma mère ayant été professeure de français aux États-Unis, on a souvent beaucoup parlé en anglais, et c'était une relation assez amusante, entre guillemets. Donc, la langue, c'est pas je ne suis pas martyrisé par ça, si je puis dire. Quelle bonne idée, oui. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu des chansons en français qui parlaient de l'Australie d'une telle façon, sans dire nommément que c'était de l'Australie, mais la plupart des titres de ces deux derniers CD en question, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un qui comprenait si bien. Mais c'est très bien que tu l'aies dit en plus, sans que j'ai vraiment insisté beaucoup sur sur les gimmicks, j'allais dire, de l'Australie. Ce qui m'avait surpris quand j'étais venu, c'est que ça correspondait bizarrement pas à l'image cliché qui était faite et qui était racontée. Le premier exemple type du cliché faux, c'est les kangourous. Les kangourous, j'en ai vu dans les parcs, mais pas, j'en ai vu écrasés sur la route, mais si, j'en ai vu 4 à Darwin en revenant de Kakadu Park sur 300 km. Bon, je veux dire, c'est la même chose que les cerfs ou les biches qui sont marquées sur les panneaux près des forêts en France. En fait, il y en a, mais il faut être dans un certain contexte pour les rencontrer. Ça, c'est l'exemple type du cliché qui était répété et répété sur l'Australie et que moi, je n'ai pas vécu de cette manière-là, quoi. Pardon. On sent dans Dreamland et la plage, par exemple. Moi, Là, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai un immense plaisir à jouer Dreamland avec Alan Dargin. C'est vraiment, pour moi, c'est une récompense parce que la chanson a été écrite avec un profond respect pour ces gens qui vivent dans une définition de l'espace et de l'univers complètement différente du nôtre et que je connais pour en avoir rencontré certains, mais surtout pour avoir lu sur eux et de savoir ou de sentir que musicalement l'échange se passe de façon si naturelle, c'est pour moi une formidable, vraiment un grand cadeau, quoi, qui me fait en intervenant là. Et d'ailleurs, je vais à la suite de cette rencontre, je vais essayer de faire que ça se reproduise dans le cadre des Francopholies de La Rochelle, là devant, avec tout le groupe que je retrouve demain soir, après-demain soir, et ce devant une grande affluence. Mais tu es ici pour faire un nouveau disque ou pour filmer? Non, je suis ici pour écrire un article sur les différents endroits que j'ai visités et que je connaissais pas. En l'occurrence, tout le nord, c'est-à-dire Brisbane, Townsville, Cairns, tous ces coins-là que je connaissais pas et que j'ai visités, ainsi que Darwin. Et tant qu'à faire de venir en Australie, je me suis dit il faut que ça finisse par quelque chose. Et ça a été ce concert-là qui a été organisé par Yves Corbel, que j'avais rencontré à d'autres occasions. Et la première fois que tu étais venu en Australie, c'était pourquoi? Comme je disais, sous le prétexte de retrouver ma sœur que je n'avais pas vue depuis très longtemps, j'avais accepté un certain nombre de concerts que j'ai faits avec une partie du groupe avec lequel je jouais à l'époque. On avait joué à Perth, Adélaïde, Melbourne, Canberra et Sydney. Quelle avait été la réponse du public? C'était un public francophone ou australien? Disons, en majorité viennent les gens qui se sentent concernés, donc ça dépendait aussi comment c'était informé. On peut dire que quand un groupe est là, quand le beat, la batterie, la guitare, la basse, c'est-à-dire l'infrastructure d'un groupe normal est là,
les gens rentrent beaucoup plus dans la musique que quand il s'agit de quelque chose, on va dire, uniquement linguiste. Mais si j'étais pas venu là avec Angie, ce qui est déjà une prouesse d'être arrivé à faire trimballer avec nous tout ce temps-là, à le faire admettre dans les budgets, simplement, le concert n'aurait pas pu avoir lieu, ou bien je l'aurais fait tout seul. Et ça, c'est un problème de production et de fonctionnement. Je laisse la parole à William. Dans tes chansons, il y a quelques paroles donc en anglais. Comment est-ce que le public francophone reçoit ces paroles? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, les gens ne savent pas nécessairement ce que c'est qu'un wombat. Ah oui, ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un wombat. Et les Américains, ça les fait rigoler parce que wombat, c'est vraiment un gars qui est marié à un wombat, c'est quelqu'un qui est marié à une sérieuse difficulté. En anglais, wombat, c'est, à Los Angeles notamment, c'est un truc qui... Quoi, wombat? Qu'est-ce que ça fait là? Et ça fait partie du deuxième cliché que les gens ne connaissent pas. Enfin, disons... Et comment ils réagissent à l'anglais, franglais, sachant l'exigence que je porte sur les mots que je choisis, qu'il s'agisse de français ou d'anglais, les gens comprennent que c'est une musique qui s'inscrit dans un contexte, disons, plus ouvert que simplement une espèce de défense du patrimoine dans le sens réactionnaire, on pourrait dire, du principe. C'est-à-dire, aujourd'hui, la langue n'a pas du tout le même périmètre, si je puis dire, qu'il y a de ça, on va dire, 1000 ans. C'est tout simple. La langue, c'est quoi? C'est des gens qui vivent les uns auprès des autres et qui trouvent une manière de raconter ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Quand les gens vivaient dans des villages, ils parlaient la même langue et ils se comprenaient. Et puis les gars du village à côté, pour dire les mêmes choses, ils avaient formulé ça d'une autre manière. Bon. À partir du moment où les villages sont devenus à portée de cheval, c'est-à-dire que c'était plus seulement à pied, la distance est devenue différente, la notion de frontière est devenue différente. Quand c'était plus des chevaux, mais que c'était des voitures, la distance s'est encore agrandie, donc les langues, même à l'intérieur d'un même pays, par exemple, les frontières sont devenues différentes. Et quand aujourd'hui on voyage avec les avions qui nous transportent d'un endroit à l'autre, je racontais encore que moi, en voyageant en Inde, à côté d'un Indien dont je ne parle pas du tout la langue, lui ne parlant pas français, on s'est mis à parler et à échanger des idées en anglais parce que c'était une espèce d'espéranto qui disait que, ou bien moi je continuais de parler français en disant non, je ne parlerai pas ça. Lui il disait pareil de son côté, non, je ne parlerai pas, et on se disait rien, et on n'échangeait pas un instant de pensée, ou bien on allait peut-être se mettre sur un terrain entre guillemets neutre, ou en tout cas pratiqué par l'un et par l'autre. On ne va pas rentrer dans les raisons de pourquoi l'anglais est devenu une langue matérialistique et assez pragmatique et facile en grammaire, etc., etc. On va pas rentrer dans ce détail-là, mais il s'est trouvé que lui et moi on parle une langue et tac, on peut communiquer des pensées. Pour moi, vraiment, une langue c'est ça. Et quand je voyage au Canada, où la langue, au Québec, où la langue est assez fébrile comme ça, parce qu'elle signifie encore, il ne faut pas se leurrer, une définition de frontière. Là, le sens est différent, parce qu'eux, ils disent, ouais, mais bon, on s'est fait bouffer par les Anglais qui sont venus sur nous. C'est vrai aussi, mais comme quoi une langue, c'est un territoire. Alors, les territoires aujourd'hui ne sont quand même plus les mêmes que les territoires d'hier. Voilà ce que je dis sur la langue. Maintenant, au niveau de l'écriture, c'est plus facile d'écrire un texte en français ou en anglais? L'anglais est quand même simple à utiliser, même n'étant pas de langue, n'étant pas anglophone. La manière et les sujets que j'aborde dans une langue et dans une autre sont pas tout à fait les mêmes. En anglais, j'aime bien faire des jeux de mots, mais ça c'est un petit peu un jeu d'esquive. Et j'aime bien traiter des sujets qui sont en relation avec ça. Par exemple, sur le disque Victoria Spirit, j'ai enregistré une chanson qui s'appelle Angelina.
Angelina, c'était en fait un poster gigantesque qu'il y avait à Los Angeles et sur lequel était représentée une femme en maillot de bain ou en dessous, je ne sais pas quoi, très langoureuse, très glamour sur un coussin. Et quand j'ai demandé mais qui est cette femme, on m'a dit mais c'est rien, c'est juste la femme d'un homme très riche qui voulait avoir l'impression qu'on allait la connaître et qui s'est fait faire un poster gigantesque qu'elle a payé, etc. Et ça a coûté énormément d'argent pour qu'elle ait juste son corps là, allongé au milieu de tout le monde, etc. Elle était connue pour rien. Et cette femme-là, c'est une espèce pour moi, d'exagération, d'exacerbation du narcissisme qui est démesuré et qui prend son sens à partir du moment où il est raconté dans cette langue-là. Le dire en français, ça aurait un côté dénonciateur, entre guillemets, ou moqueur, alors qu'on pourrait écrire des trucs certainement équivalents sur des autres françaises. Donc, c'était logique qu'une chanson comme ça, je la fasse en français. De même, il était logique que, enregistrant un disque à Melbourne, où je parlais anglais du matin au soir avec des musiciens anglophones, j'écris des verses, les choruses, plutôt en anglais, parce que ça leur permettait en fait de raccrocher à la chanson et de rentrer dans le truc. Quand j'écris Dreamland, est-ce que je devrais traduire le truc et dire j'habite sur une terre de rêve? Même Alan Dargin, il comprendrait pas. Alors que là, comme un truc qui l'accroche d'un seul coup, même s'il comprend pas le reste, il sait, de par la musicalité des verses, que ça fonctionne, mais c'est surtout, il raccroche, et là, tout d'un coup, ça devient sa chanson aussi. Et donc, il y a des choses qui se justifient en français, d'autres en anglais, et c'est comme ça que je fais. Mais quand j'écris, par exemple, des poèmes, qui sont en relation avec des photos prises ici, c'est toujours en anglais. Et puis ça me vient en anglais. Je pense beaucoup en anglais. Quand je suis ici, je ne dis pas tiens comment on dit ça. Si, quand il me manque un mot et puis que je passe autour, mais j'arrive à peu près à me débrouiller quand même. Tu es devenu parfaitement polyglotte alors? Parfaitement non. Ce qui me manque, c'est les références culturelles détaillées. Et puis de même j'apprends des mots en français, de même j'en ai encore à apprendre en anglais, mais je pourrais tenir la même conversation avec des journalistes anglophones, ce qui m'arrive assez souvent. Est-ce que tu as vécu dans le bush avec des aborigènes? Ah non, ça c'est une expérience de longue haleine et de temps que j'ai pas pu faire. Je vais mettre avec 3 petits points encore. Entre parenthèses, point d'interrogation. C'est toi qui parles tout le temps. J'ai saisi un truc là. Non, bon, je viens de faire trop long non plus, mais on vient de t'écouter la jouer un petit peu préparée, donc cet instrument aborigène, j'aime à prononcer. Didgeridoo. Didgeridoo. Ça rend vraiment très très bien là-dedans. Est-ce que c'est facile à mettre un instrument comme ça en musique? L'arrangement d'une chanson, c'est ce qu'on pourrait appeler la décoration intérieure. C'est-à-dire que l'arrangement, il va souligner tel ou tel aspect de la chanson. S'il y avait une batterie, ça soulignerait un autre aspect de la chanson. Mais quelles que soient les sophistications d'un arrangement, une chanson doit être pure ou doit être finie toute seule. C'est-à-dire dans l'état d'ébauche, j'allais dire que ce qu'on va présenter là, qui est vraiment assez basique, quoi. Et spécialement aujourd'hui où les gens sont habitués à des arrangements assez sophistiqués, une chanson doit être d'autant plus finie quand elle est toute seule, quoi. C'est-à-dire que ça doit fonctionner à 1, à 2, à 3, à 4, à 10, et j'aurai 25 musiciens, je sais quoi leur faire jouer. Encore une fois, on repart vendredi, samedi soir on joue à Annemasse près de Genève et là avec tout le groupe, et ce sera
les mêmes chansons, mais avec des arrangements différents et qui sont lus d'une autre manière. Alors, sur ces chansons qui ont été conçues et pensées, j'allais dire, avec le didgeridoo et écrites dans une ambiance locale, pas Keep on Moving, mais et puis quand on a la chance d'avoir affaire à un virtuose comme le didgeridoo. Didgeridoo. Ça rend vraiment très très bien là-dedans. Est-ce que c'est facile à mettre un instrument comme ça en musique? L'arrangement d'une chanson, c'est ce qu'on pourrait appeler la décoration intérieure. C'est-à-dire que l'arrangement, il va souligner tel ou tel aspect de la chanson. S'il y avait une batterie, ça soulignerait un autre aspect de la chanson. Mais quelles que soient les sophistications d'un arrangement, une chanson doit être pure ou doit être finie toute seule. C'est-à-dire dans l'état d'ébauche, j'allais dire que ce qu'on va présenter là, qui est vraiment assez basique, quoi. Et spécialement aujourd'hui où les gens sont habitués à des arrangements assez sophistiqués, une chanson doit être d'autant plus finie quand elle est toute seule, quoi. C'est-à-dire que ça doit fonctionner à 1, à 2, à 3, à 4, à 10, et j'aurai 25 musiciens, je sais quoi leur faire jouer. Encore une fois, on repart vendredi, samedi soir on joue à Annemasse, près de Genève, et là avec tout le groupe, et ce sera quasi les mêmes chansons, mais avec des arrangements différents et qui sont lus d'une autre manière. Alors, sur ces chansons qui ont été conçues et pensées, j'allais dire, avec le didgeridoo et écrites dans une ambiance locale, pas Keep on Moving, mais et puis quand on a la chance d'avoir affaire à un virtuose comme Alan, qui est quand même un des meilleurs qui existent, hein. Je crois qu'il a d'ailleurs un titre qui marche très bien. J'ai appris qu'il est deuxième dans le Mondial Music ou un truc comme ça. Ouais. Donc en plus c'est un virtuose de cet instrument qu'il voudrait faire intervenir comme étant un instrument plus polyvalent et c'est intéressant parce qu'il est semi-rythmique et semi-textuel et ça, enfin, encore une fois, je suis très heureux que ça se passe comme ça, quoi. Mais tout grand musicien peut intervenir très vite quand il connaît son instrument et quand il sait. On joue. Jouer de la musique, c'est un côté ludique, c'est vrai, mais en fait, un artiste parle avec l'art qu'il a appris, qu'il manipule. On parle avec on écrit avec un trait, on écrit avec des mots, on écrit avec des accords, mais c'est une manière d'exprimer ce qu'on ressent. Quelle est la on va terminer. Vous pouvez après m'accorder. Non, je pose pas de question. 5 minutes en anglais. Quand vous avez terminé. Juste une dernière question. Quelle est la réaction du musicien aborigène qui intervient là, qui était appelé à jouer dans un groupe français? Est-ce qu'il conçoit ça comme un groupe français? Quelle a été l'approche pour lui? Non, il connaît ma musique parce que c'est un ami d'amis, donc il sait des choses sur moi. Il sait que je suis respectueux de lui, donc et il vient au hasard, parce que je lui ai demandé de venir éventuellement voir s'il accepterait de. Et puis c'est aussi simple que ça. Lui, il vient pas jouer avec un Français, il vient voir et je lui dis tu accepterais de faire quelque chose avec moi? Et il dit on va voir si c'est possible, je le fais. C'est aussi simple que ça, c'est pas. Et encore une fois, comme il comprend, il devine ce que je dis, j'ai l'impression que ça se passe bien. Et je pourrais pas le faire jouer sur tous les morceaux, mais ceux-là sont conçus et pensés avec.
Voilà, alors tant mieux. Est-ce que je pourrais te demander juste une